Bonjour curieux et maître de jeu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon adaptation du module Palace of the Vampire Queen au système de jeu Donjons et Dragons 5. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce qu'il s'agit du tout premier module jamais publié dans l'histoire du jeu de rôle, sorti en juin 1976 par les créateurs Pete et Judy Keresta. Je recommande d'ailleurs à quiconque maîtrisant l'anglais de mettre la main sur ce document qui est facilement accessible en PDF pour une poignée de dollars. Il y a quelque chose de profondément fascinant dans la façon dont l'information est transmise ou dans les croquis de cartes griffonnées. Un peu comme observer un diamant à l'état brut et voir tout le potentiel qu'il renferme. Je veux dire, ces gens étaient des passionnés se jetant dans le vide pour expérimenter une nouvelle forme d'écriture et je ne peux que respecter leur travail. Bien sûr, le document semble un peu embryonnaire comparé à des modules plus modernes, mais il ne faut pas oublier que ces derniers ont eu près de 4 décennies pour se peaufiner, tout comme le jeu de rôle en lui-même a bien évolué depuis ses débuts. D'où ma motivation à redonner un peu de vitalité à Palace of the Vampire Queen et lui redonner ses lettres de noblesse, en quelque sorte. Même si le module est un porte-monstre trésor des plus classiques, on peut y trouver un immense potentiel de dialogue. Mais contrairement à un module moderne, les auteurs ne nous tiennent pas par la main en nous donnant la personnalité des personnages, les motivations des adversaires ou les alliances entre les différentes factions. Cela laisse une incroyable liberté d'interprétation au lecteur, ce qui est idéal pour tout MJ d'expérience cherchant à intégrer un donjon à son univers. Mais pour un MJ débutant qui ne maîtrise pas encore les talents de l'improvisation ou de la création de monde, il y a là un risque de perdre toute approche d'interaction, transformant le donjon en une simple suite de massacres. C'est donc avec ce point de vue en tête que j'ai débuté ma modification du Palace of the Vampire Queen, afin de rendre mon module accessible pour tout type de maître de jeu. Dans cette même ligne de pensée, j'ai décidé de peupler le donjon de créatures et trésors qui peuvent être trouvés dans le manuel de base. Mais rien ne vous empêche de modifier mon travail pour l'adapter à votre propre style de jeu et celui de vos joueurs. Après tout, un module reste un guide de proposition plutôt qu'une ligne directrice inébranlable. Alors, si vous avez un livre d'extension sous la main et voulez l'utiliser pour un peu plus de variété, allez-y, j'en serai le dernier offusqué. Sur ce, place à l'adaptation. Palace of the Vampire Queen étant un donjon à 5 étages, chacun de ceux-ci sera discuté en détail dans sa propre vidéo. Alors commençons par le premier. Ce qui m'a frappé le plus dans ce module est le nombre de pièces vides. Pour certains maîtres de jeu, cela peut être une occasion d'y placer des éléments de leur choix. Ou peut-être que d'autres voudront nourrir l'atmosphère de tombeaux abandonnés alors que les joueurs parcourent une série labyrinthique de salles désertes. Pour un style de jeu plus moderne, cependant, c'est pas vraiment l'idéal. L'arrivée du 21e siècle a rendu le savoir plus accessible que jamais. Et il y a désormais une recherche de réalisme au travers du fantasy, couplé au désir du joueur de vivre une aventure digne d'une série télévisée. Pour un donjon moderne, chaque salle se doit d'avoir une raison d'être. Et même une salle entièrement vide se doit d'avoir un intérêt visuel qui aide à progresser l'histoire. Cela a l'avantage de garder l'action constante et mettre les joueurs en alerte chaque fois qu'ils sont sur le point de pousser une porte, même si parfois c'est au détriment d'une ambiance de mystère et d'exploration. Néanmoins, je pense qu'une 50aine de salles différentes, dont seulement la moitié possède un élément d'intérêt, est peut-être un poil excessif. Même chose pour les portes secrètes. Je sais qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un elfe dans l'équipe pour les repérer automatiquement, mais le système de jeu ayant changé depuis, une 20aine de passages secrets sur une même carte, c'est loin d'être optimal. Néanmoins, en avoir plusieurs dès le premier étage reste un bon moyen de développer aux joueurs le réflexe de fouiller en profondeur chaque pièce visitée. De ce fait, j'ai décidé d'en garder au moins une dizaine afin de préserver au mieux l'essence originale du module, tout en m'assurant d'avoir juste assez de diversité dans chacune d'elles pour que leur découverte ne devienne pas répétitive. Ma dernière grande modification est plus en lien avec mes goûts personnels concernant la distribution de butin. Mes trésors de donjon sont presque exclusivement composés d'objets divers plutôt que de pièces de monnaie, et ce pour différentes raisons. Tout d'abord, j'adore les interactions entre joueurs et marchands, et la revente de ce qu'ils ont découvert dans les donjons est une bonne excuse pour ce genre de dialogue. Vient ensuite l'intérêt de la diversité des trésors, que ce soit de nouvelles armes, une bourse de pierres précieuses ou un placard rempli d'objets utilitaires. Chacun apporte une atmosphère différente qu'il est intéressant d'exploiter.
Enfin, d'un point de vue plus réaliste, la majorité des créatures se cachant dans les donjons ne font pas affaire avec le monde civilisé. N'ayant aucun intérêt à participer à son système économique, cela rend toute monnaie totalement obsolète à leurs yeux. À l'inverse, je préfère utiliser les pièces d'or comme récompense de fin de quête, souvent données par un membre haut placé de la civilisation, que ce soit un chef de garde, un marchand bourgeois ou un noble de la cour. Non seulement cela fait plus de sens d'un point de vue réaliste, cela donne aussi à l'argent un aspect plus précieux, plutôt que d'être un objet banal qui peut être trouvé dans la bourse de n'importe quelle créature. Cependant, je comprends que cela ne soit pas au goût de tout le monde. Alors n'hésitez pas à modifier les trésors de mon module comme bon vous semble, en particulier si vous jugez qu'il lui manque d'objets magiques. Mais revenons aux pièces en elles-mêmes. Après avoir isolé de la liste chaque salle d'intérêt, il est facile de regrouper celle-ci par territoire thématique et ainsi créer une sorte de trame narrative qui n'est pas nécessairement expliquée dans le module d'origine. Par exemple, les 6 premières pièces sont plutôt cohérentes si on simplifie la forme des salles. Et il s'agit du territoire des gobelins, ce qui est une bonne mise en bouche pour un début de donjon. Ce sont des créatures tout en bas de la hiérarchie, alors qu'ils soient laissés en tant que gardes révèle que les habitants du tombeau sont tellement confiants en leurs capacités qu'ils jugent que leur entrée principale n'a pas besoin d'être défendue par des êtres plus compétents. Cependant, je ne crois pas qu'installer le dortoir des gobelins directement accessible au couloir principal soit très prudent. Je l'ai donc déplacé juste après l'armurerie, qui sera directement accessible au couloir afin que les gobelins puissent s'armer plus rapidement en cas d'intrusion. À l'origine, l'un des gobelins du dortoir était supposé monter la garde, mais l'armurerie leur donnant un sentiment de sécurité, j'ai décidé de les faire dormir tous les 4 pour offrir un test de moralité aux joueurs, voir s'ils vont oser tuer des créatures sans défense en utilisant comme excuse qu'elles peuvent se révéler dangereuses lorsqu'elles se réveilleront. En effet, même dans un donjon classique de porte monstre trésor, il n'y a pas que le combat qui peut créer des tensions, et toutes les occasions sont bonnes pour créer un peu de diversité d'action. De même, la version originale offrait aux gobelins une sorte de garde-manger que j'ai décidé de transformer en débarras. Déjà, ça laisse les joueurs devant un nouveau dilemme, soit perdre un temps précieux à fouiller le butin à la recherche d'un objet intéressant, ou sauver du temps au risque de passer à côté d'un outil utile. Plus encore, je me suis amusée à y rajouter des animaux vivants, mais familiques, dans le but de tester encore une fois la moralité des joueurs. Vont-ils tuer ceux-ci pour abréger leur souffrance et en faire des rations fraîches? Ou bien les libérer dans la forêt en croyant bien faire, uniquement pour les retrouver dévorés par les loups à leur prochaine sortie du donjon? S'il y a déjà eu confrontation entre différentes idéologies dans le dortoir, ça va faire que nourrir davantage le feu de la discorde et ainsi développer le roleplay entre les joueurs, ce qui est toujours une bonne chose. La salle suivante, dont j'ai préservé le passage secret et le coffre piégé, est désormais accessible par le débarras et l'entrée peut être facilement découverte en déplaçant quelques caisses et barils. Dans ma version, le piège peut aussi être désamorcé grâce à une clé qui peut être trouvée sur l'un des gobelins dans la salle de l'autre côté du couloir. Pour celle-ci, j'ai décidé de fusionner la salle 1 avec la salle 6, transformant une chambre secrète où se cache un potentiel allié en actuelle cellule où celui-ci est retenu prisonnier. J'ai aussi modifié l'un des ennemis en chef gobelin, donnant ainsi un peu plus de difficulté à un combat déjà relativement facile, mais aussi pour expliquer la présence de la clé du coffre et de la prison sur sa personne. Ça rajoute aussi un intéressant aspect de dialogue, le chef gobelin pouvant être intimidé à dévoiler la salle secrète derrière le débarras, ordonner à des troupes un cessez-le-feu, et mieux encore, offrir des informations sur d'autres factions avec lesquelles ils ont contact. Dans ce cas-ci, j'ai décidé que les gobelins seraient sous les ordres des orques et ogres du 2e étage, dont je discuterai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, mais qu'ils auraient fini par retourner leur veste en s'alignant avec un groupe de bandits cachés au 1er étage. Cela met en avant le côté sournois et opportuniste des gobelins et ne fait que renforcer le dilemme des joueurs concernant ceux-ci, à savoir s'ils peuvent faire oui ou non confiance à de telles créatures. Dans la version originale, l'homme blessé de la salle 6 est un guerrier avertissant les joueurs de l'existence d'un oxydar plus loin dans le donjon et qui rejoint le groupe après avoir été soigné. Dans ma version, le guerrier se doit aussi d'être réuni avec son arme et son bouclier, confisqué dans l'armurerie, afin de lui redonner la confiance nécessaire pour affronter le donjon auprès des joueurs. De plus, ces informations ne vont plus concerner l'oxydar, mais plutôt l'alliance entre les bandits et gobelins, ainsi que le nombre de ceux-ci. De ce fait, si le chef gobelin a été tué avant d'être interrogé, ça permet aux joueurs de récupérer une partie des informations nécessaires, mais pas dans leur entièreté.
Après tout, offrir une aide au combat est déjà un gros bonus, alors si en plus le guerrier doit servir d'informateur, ça aurait été un poil trop généreux. Mais passons à la faction des bandits dont je ne cesse de parler. Encore une fois, la majorité des idées de base ont été préservées, et les salles simplement réarrangées en enlevant les pièces inutiles. Tout comme avec les gobelins, j'ai laissé le couloir principal séparé en deux le territoire des bandits, avec tout en bas le repère secret de leur capitaine, gardé par les rats géants, une poignée de ses hommes et une chouette dont le cri avertit l'arrivée d'intrus. J'en ai d'ailleurs profité pour déplacer l'un des pièges dans la pièce de la chouette, afin d'apporter un petit défi supplémentaire et faire que l'endroit soit mieux gardé après avoir enlevé la majorité des portes secrètes de cette section. Les deux pièces contenant la majorité des bandits ont ensuite été meublées pour y donner un peu plus de vie, soit avec une première pièce servant de salle à manger et la seconde de dortoir. Quoique cette fois, les joueurs tomberont sur des bandits éveillés par l'alerte de leurs camarades, afin de ne pas donner un sentiment de déjà-vu. J'ai aussi déplacé un autre piège à l'entrée de la porte de la cuisine pour y faire tomber un filet, ce qui permet aux bandits de se défendre un peu mieux des intrus, tout en évitant de se blesser si jamais le piège est déclenché accidentellement sur leur passage. Cela apporte aussi une autre variable dans le combat, les joueurs devant décider entre libérer au plus vite leurs amis coincés dans le filet pour qu'ils les aident, ou bien concentrer leurs coups sur les ennemis en espérant que leurs camarades pourront se déprendre du piège par eux-mêmes. Ce qui, à nouveau, peut apporter des tensions dans le groupe et une belle petite séance de dialogue. Il faut aussi savoir qu'à l'origine, l'entrée menant au repère des brigands était par le petit couloir piégé venant du nord, mais j'ai préféré ramener l'entrée au sud, face à la cachette de leur capitaine. Cependant, vous remarquerez que dans la version d'origine, juste à côté de ce couloir, se trouve la salle 26, alors occupée par une tigre géante cachée au plafond. Le manuel des monstres de Donjon Dragon 5 ne possédant pas cette créature, j'ai eu l'idée de changer celle-ci pour un duo de punaises de feu qui aurait été domestiqué par les bandits afin d'utiliser la substance de leur abdomen comme source de lumière dans la noirceur du donjon. Ajoutez à cela quelques animaux de bétail supplémentaires et une charrette, et vous avez à nouveau un autre type de trésor inusité, mais qui pourra ravir vos joueurs, qui pourront toujours utiliser la charrette afin de déplacer leur propre butin du donjon jusqu'à la ville la plus proche. Ah, et j'ai aussi rajouté un gentil molosse, sans la moindre agressivité, au cas où un gnome ou un alphelin du groupe se chercherait une monture. Et aussi parce que qui peut résister à un bon gros toutou? Bref, vous pouvez comprendre que la salle en question ne sert plus vraiment de zone de combat, à moins que les joueurs ne décident par eux-mêmes d'attaquer les punaises de feu pour en déclencher un. Une autre zone où le combat est optionnel est ma zone favorite de tout l'étage, et le repère de l'homme au chat. Je vais être honnête avec vous, c'est presque exclusivement à cause de ce personnage que je suis tombée en amour avec ce module. Derrière une porte secrète se cache une série de 3 salles où vit un vieil homme totalement sénile, qui peut donner quelques informations aux joueurs si ceux-ci se montrent polis avec lui. Mais si les joueurs l'attaquent, ils se font alors submerger par une avalanche de chats furieux. Et c'est exactement le genre de situation totalement absurde qui me fait adorer le jeu de rôle sur table. Qui n'aurait pas de plaisir, en tant que maître de jeu, de sortir ses talents d'acteur en incarnant un vieillard totalement maboule? Pour ma part, histoire de rendre les choses un peu plus difficiles, j'ai décidé que le vieillard n'allait donner ces informations que si les joueurs acceptaient de nettoyer au grand complet la salle 19, qui, oui, n'est rien de plus qu'un immense litière à chat. C'est d'ailleurs dans cette salle que j'ai déplacé le piège de la salle 17 pour faire que le sol céderait en fosse naturelle afin de rendre la tâche domestique un poil plus dangereux qu'il n'y paraît, et afin que les joueurs méritent pleinement leur récompense à la fin de la quête secondaire. Dans la version d'origine, le vieil homme donne aux joueurs des informations sur un passage secret du 3e niveau. Mais pour un peu plus de crédibilité dans la trame narrative, j'ai préféré que son cadeau soit plutôt une carte du premier étage dévoilant le nombre de monstres dans chaque salle, à l'exception des zones secrètes. J'ai aussi décidé d'expliquer la présence du vieil homme en disant qu'il est le père du capitaine des bandits et peut donc être utilisé comme levier diplomatique auprès de celui-ci si jamais les joueurs veulent emprunter une route plus pacifique. Les bandits n'ayant aucun lien d'alliance avec les vampires, ils pourront toujours devenir de bons alliés aux joueurs si ceux-ci veulent un endroit où se réfugier en sécurité, mais refuseront de les aider à combattre, car trop craintifs des pouvoirs des vampires et autres monstres cachés plus profondément dans le donjon. Et parlant de ces monstres, avec 3 salles à squelettes, les risques d'avoir un peu trop de répétition étaient assez présents, et c'est là où les efforts doivent être mis dans l'ambiance et la description de pièces.
Encore une fois, séparer le territoire des morts-vivants en deux sections par un couloir aide beaucoup pour avoir une coupure thématique, avec au sud une atmosphère tournant davantage autour du temple, alors que la section nord va plutôt dans l'ambiance de crypte. Conseil pour les nouveaux maîtres de jeu, dans des pièces aux monstres similaires telles que les squelettes, n'hésitez pas à mettre des sculptures religieuses ou des mosaïques détaillées sur les murs pour apporter la petite touche mystérieuse qui fera sortir votre donjon du lot et qui laissera des indices subtils sur l'histoire de votre monde. C'est aussi une excellente manière de masquer un passage secret au travers des décorations, ce qui a été mon cas à 4 reprises dans ces sections car la crypte est là où sont cachés les objets ayant le plus de valeur, surtout le premier étage. L'Oxydore a d'ailleurs été déplacé dans la zone du temple en tant que gardien de l'un de ses trésors, mais j'ai tenu à spécifier dans ma description de donjon que toutes les portes, sauf mention contraire, sont en métal, ce qui peut laisser une chance aux joueurs de détourner l'attention de la créature sur celle-ci plutôt que sur leur propre équipement, si encore une fois les joueurs préfèrent la voie du pacifisme. N'oubliez jamais d'ailleurs de récompenser ces actions créatives par autant de points d'expérience que si les joueurs avaient décidé d'abattre la créature, afin de confirmer qu'il y a plusieurs façons de réussir sa propre aventure sans être obligé d'être un tueur assoiffé de sang. De toute façon, même s'ils évitent le combat avec l'Oxydeur, la scène suivante est inspirée par la pièce 25 originale, à savoir un coffre au trésor où réside une nuée de 1000 pattes. Donc, beaucoup de plaisir sadique en perspective. Mais plus sérieusement, cela apporte aux joueurs un nouveau défi qui ne peut être simplement réglé en frappant avec leurs simples armes. De la même manière que l'Oxydeur leur aura apporté le défi de trouver un moyen pour réparer ou remplacer leur matériel qui aurait pu être endommagé. La dernière section contenant des monstres mène à un autre type de trésor qui peut toujours être utile aux joueurs, à savoir une carte de salle, porte secrète comprise, du deuxième étage. Mais pour cela, il faut vaincre un duo d'araignées géantes, puis brûler ou trancher leur toile d'araignée pour révéler deux portes cachées derrière. L'une mène à la carte en question et l'autre à l'antre de serpents venimeux, ce qui n'est pas un très gros défi en soi-même afin de ne pas être trop punitif envers les joueurs simplement pour avoir choisi la mauvaise porte. Dans tous les cas, de même qu'avec la section des squelettes, toute cette zone au-delà du repère des bandits doit paraître sombre et désolée, afin de faire réaliser subconsciemment aux joueurs qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le tombeau, et ce, avant même d'avoir passé l'escalier pour rejoindre les étages inférieurs. Il s'agit d'un bon indicatif qu'à partir de maintenant, les créatures qu'ils vont croiser risquent d'être beaucoup moins intéressées par la diplomatie, et que le potentiel d'alliés se fera de plus en plus rare à mesure qu'ils s'avanceront dans les profondeurs délabrées du donjon. Le clou du spectacle pour enfoncer cet avertissement dans leur esprit est la pièce 31, où les joueurs tombent sur la salle de banquet des vampires et découvrent le corps de l'un des bandits sur la table, entièrement vidé de son sang. L'image étant incroyablement puissante, c'est ce qui m'a motivé à en faire l'entrée de l'escalier menant au prochain étage. Certes, cela veut dire que les joueurs peuvent traverser tout le premier étage sans même avoir à combattre un seul ennemi, mais il peut s'agir d'une approche intéressante en sachant que chaque niveau est plus difficile que le second, ce qui peut apporter un défi intéressant si les joueurs ne prennent pas le temps d'augmenter leurs points d'expérience avant de passer à l'étage suivant, rendant ainsi les combats un peu plus corsés. Enfin, le choix d'y déplacer les escaliers en est aussi un de réalisme, car à l'origine, c'était la salle des araignées géantes qui menait à l'escalier, et j'imaginais mal les monstres, en particulier les vampires, obligés de traverser le même nid de fil gluant à chaque déplacement hors du tombeau. Et c'est sur cette dernière pièce que s'achèvent mes modifications de Palace of the Vampire Queen. Certains détails ont dû être modifiés lors du passage au système de Donjon Dragon 5, comme par exemple le nombre de créatures dans chaque pièce pour avoir des combats plus équilibrés, mais même avec ces petites touches nécessaires pour passer à un auditoire plus moderne, j'ai essayé de respecter au mieux le contenu original, et j'avoue être plutôt satisfait du résultat. Pour l'instant, 3 groupes de joueurs différents ont testé cet étage, ce qui m'a permis de peaufiner mon travail jusqu'à lui donner la forme finale que vous voyez ici. Les résultats ont été plutôt positifs, autant parmi mes joueurs débutants que mes joueurs d'expérience, et j'espère que vous aurez tout autant de plaisir à faire découvrir ce module à votre groupe. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, l'accessibilité est quelque chose en lequel j'accorde beaucoup d'importance. C'est pourquoi mon module peut être lu dès maintenant grâce au lien que vous trouverez dans la description de ma vidéo. Le document, les cartes et l'annexe des trésors sont totalement gratuits et ils le resteront. Seul le premier étage du module est disponible, mais le matériel du second étage devrait arriver très bientôt avec la prochaine vidéo. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines sorties de ce document. Sur ce, à la prochaine
et que l'aventure vous soit agréable.